Nous sommes avec Wassim Nasr, notre spécialiste des mouvements djihadistes. Rebonjour Wassim. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette opération qui a été menée par les forces françaises? On sait que c'est une opération, déjà on sait que c'est une frappe, on a confirmation, et que ça s'est passé autour du 22 août. Parce que c'est là qu'on a commencé à avoir des bribes d'informations concernant sa mort. Il y a eu aussi une annonce, on va dire, d'un représentant touareg, Fahad Ag Al-Mahmoud, qui l'a annoncé dès le 23, qui m'en a fait part dès le 23, mais ça a pris du temps à être, Ouais, parce qu'on est mi-septembre. confirmé, parce qu'on est mi-septembre, et je vais vous dire pourquoi ça a pris du temps. Et en fait, ça s'est passé à Dangarouz, donc c'est au sud de Teranguit, c'est une vallée au Mali, à la frontière avec le Niger. Et on sait maintenant qu'il y a eu frappe, donc frappe de drone, mais qu'il n'y a pas eu d'équipe qui a été envoyée sur zone pour vérifier son identité. Donc d'après des sources locales, c'est une frappe opportune, on va dire. Donc il y a un drone qui surveillait la zone et qui a ciblé deux personnes sur une moto armée. Donc ça rentrait dans les critères, dans une zone d'activité djihadiste. Donc ces deux personnes, cette moto, ont été ciblées et le hasard a fait que le chef de l'État islamique au Grand Sahara était sur cette moto. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de hasard. Par exemple, quand le chef militaire du JNIM, Jamaat al-Islam Muslimin, a été ciblé aussi au Mali par les forces françaises, et là par des forces spéciales françaises, donc au sol, il a été tué, Aboul Houmam. C'était un personnage important, mais avec lui, il y avait un personnage encore plus important. C'est Abou Iyad, le Tunisien, qui fait partie de la Choura d'Aqmi et qui fait partie même d'une ce qu'on appelle la Choura d'Al-Qaïda centrale, c'est le comité Ratin. Donc un personnage très important, qui est très important en Tunisie, très important parce que pas mal de recrues ont été envoyées en Syrie depuis son groupe, et c'était aussi le hasard. Donc ça, c'est le propre de la guerre. C'est une zone d'opération et parfois il y a le hasard comme ça. Parfois des personnes sont ciblées grâce à des informations et parfois c'est juste le Le hasard qui fait hasard. que des chefs importants sont tués. Qui était Abou Walid al-Sahraoui? Alors on a eu quelques informations Mm. dans le sujet qui est passé juste avant notre intervention, mais dites-nous en plus. Aoulis Sahraoui, c'est un vétéran du djihad, on va dire. Il est marocain de nationalité, un ancien du Polisario, comme ça a été dit. Il a rejoint le djihad très vite dans le Sahel, dans les rangs d'Aqmi, puis dans les rangs des Mourabitoun, qui avaient fait sécession, on va dire, d'Aqmi. Il était devenu le porte-parole des Mourabitoun, donc de Mokhtar Belmokhtar, qui est mort aussi depuis. Sauf qu'en 2015, en sa qualité de porte-parole, il a voué allégeance au nom du groupe à l'État islamique. Et là, juste après, Mokhtar Belmokhtar a nié cette allégeance, ce qui fait que même les Mourabitoun se sont coupés en deux. Une partie est revenue vers Al-Qaïda et une partie a, on va dire, implanté dès 2015, octobre 2015, l'État islamique dans le Sahel. C'était ça l'embryon, on va dire, de l'État islamique au Sahel. Cette allégeance a été acceptée en 2016. Ça a pris un an pour que l'État islamique accepte son allégeance. Et les premières revendications au nom du groupe sont arrivées en 2019. Donc il y a eu quand même un espace-temps assez long pour multiples raisons. Principalement, l'État islamique pensait qu'Abou Walid était toujours très proche d'Al-Qaïda. Et il ne voulait pas qu'il retourne sa veste, on va dire, à un certain moment, parce que les deux groupes sont en guerre. Et pour vous dire à quel point il y avait ce manque, on va dire, pas de confiance, mais de coordination en tout cas, ça veut dire les attaques de Tongo Tongo contre l'armée américaine en 2017, où plusieurs bérets verts ont été tués, c'était les hommes d'Abou Walid al-Sahraoui, ça n'a pas été revendiqué par l'État islamique jusqu'en 2019. Donc ça aussi, ça démontre la nature des relations. Mais en tout cas, depuis, l'État islamique est monté en puissance, 2019, 2020, des attaques très importantes contre les armées maliennes, l'armée du Niger, au Burkina Faso. Et même, on sait par exemple que la collusion entre deux hélicos français en novembre 2019, 13 militaires français tombés, c'était au cours d'une opération contre l'État islamique. Premier attentat contre les armées françaises et une mort de militaires français, c'est aussi novembre 2019 par les mains de l'État islamique. On a 14, on va dire, militaires tués dans une opération, au cours d'une opération contre l'État islamique, alors qu'on a 50 en tout depuis l'opération Serval 2013, donc Al-Qaïda et État islamique confondus. Donc vous voyez que la montée en puissance était bien réelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'après la réunion de Pau en 2020, janvier 2020, une réunion qui devait se tenir en décembre 2019, qui a été retardée à cause d'une attaque de l'État islamique au Niger, une grande attaque à Inates, donc effet diplomatique direct, donc vous voyez le schéma.
après la réunion de Pau, il y a eu concentration sur la zone de 3 frontières. Donc entraver le développement de l'État islamique sur cette zone, ce qui a marché. Donc ça a été contenu militairement grâce à l'effort des armées françaises et des armées locales, mais aussi à cause de la guerre qui a éclaté entre Al-Qaïda et l'État islamique en 2020. Donc les dégâts qui se sont faits entre eux, on va dire, les djihadistes, étaient très très importants. Plus, il y a eu une concentration là, dernièrement, dans les derniers mois, sur les commandants de l'État islamique par les forces françaises, ce qui n'était pas le cas avant. Donc certains ont été attrapés, comme Abu Dardar, c'est le juge islamique de l'État islamique sur cette zone, et qui ont probablement parlé, et d'autres tués, je terminerai là-dessus, comme par exemple Ikarai. Ikarai, c'est leur, on va dire, pied touareg dans la zone du Ménaka. Et depuis sa mort, ils se sont beaucoup affaiblis dans la zone du Ménaka. Tuer les chefs, ça ne veut pas dire la fin du groupe, c'est une loterie. J'aime bien dire ça parce qu'on tue un qu'on connaît, un vétéran, on ne sait pas par qui il va être remplacé. Est-ce qu'il sera plus dur, plus intelligent ou moins intelligent? On le verra.